Bienvenue dans ce nouveau voyage au cœur de la géopolitique, d'un monde qui n'existe pas. Ici, tout est invention. Si vous créez des univers de fiction, romans, jeux, séries ou films, comprendre les dynamiques géopolitiques, c'est bâtir des mondes crédibles, vivants, où chaque choix façonne le destin de peuples entiers. Mais comment une alliance naît-elle dans l'ombre d'un trône? Comment un embargo peut-il faire trembler jusqu'aux puissants magiciens du Grand Nord? La propagande, la guerre, les marchés, et même la vie intime de vos héros, tout ce qui fait un bon world building doit s'incarner dans les forces en mouvement. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer, étape par étape, exemple concret à l'appui, la puissance de la géopolitique dans la fiction. Prenez place, ajoutez votre casque ou installez-vous confortablement, que le grand récit commence. Pour qu'un univers fictif tienne debout, il faut y donner des fondations solides. La géopolitique, ce n'est pas seulement placer les royaumes sur une carte, c'est comprendre leurs intérêts, les forces qui les séparent ou les unissent, quelles lois invisibles régissent ces relations. Construire la géopolitique d'un univers, c'est inventer un jeu d'équilibre, souvent fragile, toujours en mouvement. Cela impose de définir des ressources stratégiques, un passé commun, gloire ou blessures historiques, des identités collectives qui forgent alliances et rivalités, des visions du monde divergentes, religion, économie, pouvoir. Un univers qui s'inspire des dynamiques du réel, tout en restant singulier, captera l'intérêt du spectateur. Pour y parvenir, fixez-vous une règle. Rien n'existe sans raison. Pourquoi une cité est-elle fortifiée? Pourquoi ce fleuve fait-il frontière? Derrière chaque détail, il y a un enjeu, une histoire qui se resserre autour du destin des peuples et de vos personnages. Dans tout univers fictionnel, les alliances sont le cœur des stratégies collectives. Elles tiennent la trame des récits épiques, donnent la naissance à des coalitions improbables, comme à des trahisons retentissantes. Exemple, le pacte de l'Aube. Imaginez le continent d'Antora, composé de trois puissances majeures. La Ligue d'Iscanéa, république commerciale dépendant des routes maritimes. L'empire de Cernan, expansionniste, dirigé par une caste militaire et mystique. Les cités du Nord, fédération fragile de peuples autonomes, menacés par l'hiver éternel. Pour contrer l'invasion prochaine de Cernan, la Ligue propose un pacte de l'Aube. Partage de secrets de navigation contre le concours des cités du Nord en soldats et artefacteurs uniques. Dans cette alliance, tout se négocie, tout se paie. Les cités, autrefois rivales, acceptent de déposer leurs querelles, mais à quel prix? Cernan manœuvre pour semer la discorde, promettant l'autonomie à certains chefs en échange d'une trahison. La guerre, dans un univers fictif, n'est jamais un simple décor. Elle façonne les sociétés, détruit ou crée des empires, instille la peur, la haine, mais aussi parfois la fraternité inattendue. Chaque conflit révèle des enjeux multiples. La lutte pour une ressource stratégique, contrôle d'un artefact, accès à une mer, un océan, un fleuve. Un choc de société, théocratie contre démocratie, monde magique contre industrialisation. Un affrontement d'idéologie, progrès, foi, suprématie, survie. Dialogue fictif, plan sur deux personnages, un jeune seigneur et une espionne. Tu n'as rien compris. Ce siège, ce n'est pas seulement la prise d'une forteresse. Si le bastion tombe, plus rien n'empêchera Cernan de déferler dans nos terres. Mais personne, dans ton conseil, ne peut le voir. S'ils veulent vraiment la guerre, ils pensent que brandir leur drapeau de paix leur suffira. Mais demain, ils m'en verront mourir, parce qu'ils étaient trop arrogants pour négocier aujourd'hui. La propagande est l'arme silencieuse des puissances. Elle façonne les récits, renforce l'unité ou attise la haine, définit l'ennemi et les valeurs à chérir. Dans tous ces régimes, démocratiques ou tyranniques, la fiction comme la réalité, s'en est nourrie. Exemple, au lendemain d'un combat, la République d'Illyria publie dans tous ses villages un décret signé de la grande conseillère. Les héros tombés ont défendu la liberté, ceux qui doutent de la victoire sont des traîtres. Dans le même temps, à Cernan, une grande parade anime la capitale. Le portrait du chef de guerre trône sur la place, son discours retentit, la foule acclame, ou feint d'acclamer. La propagande n'est pas l'apanage des totalitarismes. Elle existe dans l'économie, l'éducation, la publicité, et sa subtilité croît avec la complexité du monde. Dans la fiction, elle permet d'approfondir la psychologie des personnages, de montrer que l'ennemi n'est pas celui qu'on croit, que la vérité a mille visages. L'économie façonne la géopolitique, autant que la guerre ou la diplomatie. Maîtriser les flux de ressources, Israël dans un monde féodal, minerai magique dans une saga science-fiction, peut être aussi déterminant que gagner une bataille. Exemple, dans les lignes d'Iscanéa, le blocus du détroit de Pyrélis fait flamber le prix du pain. Les marchands s'enrichissent, le peuple gronde. Dans l'ombre, la résistance s'organise, un marché noir prospère, des espions s'infiltrent sous les traits de négociants. Prenons ces 4 systèmes économiques que je vais énumérer. Premier, monnaie unique régulée. Point clé, stabilité, contrôle par l'État central, impact géopolitique, renforce la cohésion, dépendance à la capitale. Second, économie du troc, décentralisation, rareté des biens, avantage aux riches en ressources, tension croissante.
Troisième, commerce maritime international, dépendance aux routes, importance des flottes, vulnérabilité au blocus, économie magique, artefact, monopole, discrimination, élite détenant la magie est égale inégalité, rébellion possible. À chaque système économique, ses fragilités, ses profiteurs et ses exclus. La fiction, en jouant avec ses modèles, donne un relief au conflit. Le choix d'un héros, s'allier aux marchands ou aux paysans, servir la caste des puissants ou renverser le système, devient aussi crucial que l'issue d'une guerre. La géopolitique n'est pas une abstraction froide, elle se fait chair et sang à travers les choix, réussites et échecs de vos personnages et de vos gouvernements. Exemple, la jeune Elwyn, fille d'un diplomate d'Elyria, devait épouser le seigneur d'une cité rivale pour sceller la paix, mais le seigneur déclare, son père disparaît. Elle fuit, devient espionne, puis chef de file de la résistance. Ici, la grande histoire s'incarne dans un destin individuel. Dialogue fictif, enfant d'une place sous blocus. Tu as peur, pas vrai? Peur? Non. Je suis fatigué de ne pas savoir si chaque coup frappé à la porte est celui d'un ami ou d'un ennemi. C'est ça, la guerre. On ne choisit pas toujours pour quoi l'on meurt, mais on choisit pourquoi on vit. Les conflits sont le moteur de toute intrigue. Dans la fiction, ils ne se limitent pas au face-à-face entre deux personnages. Ils invitent parfois la nature, le passé ou les forces surnaturelles à bouleverser la donne. Mais toujours, ils servent un seul but, engager le lecteur ou le spectateur, lui faire vivre des tensions, goûter à la peur, à l'espoir, à la chute ou à la rédemption. Dans la fiction comme dans la vie, la géopolitique n'est pas une simple toile de fond, elle est la force cachée derrière chaque drame, chaque victoire, chaque défaite. À vous désormais de jouer. Que votre monde soit un carrefour d'influence, un champ de bataille d'idées, un commerce florissant, une utopie vacillante. Ne laissez jamais le hasard dessiner ses arcanes. Laissez la géopolitique faire battre le cœur de vos histoires. Vos personnages y naîtront plus vivants, vos récits plus vivants, et vos spectateurs, sans le savoir, parcourront votre univers, les yeux écarquillés, à la recherche du point d'équilibre. N'oubliez pas, le jeu du pouvoir ne dort jamais.